Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. En vidéo, votre invité ce matin, le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici. Merci d'être avec nous en direct. Pierre Moscovici, vous êtes arrivé ce matin à 6h, je crois. Absolument. Vous avez passé la nuit en avion. Absolument. De Pékin. De Pékin. Bonjour et bienvenue. Vous venez donc de passer 2 jours en Chine pour vendre la France aux investisseurs chinois. De quoi les avez-vous convaincus? Écoutez, d'abord, j'y suis allé étant le premier ministre de la zone euro, premier ministre des Finances à être reçu par les nouvelles autorités chinoises après le congrès du Parti communiste. Et en particulier par celui qui va devenir le Premier ministre, Li Keqiang. J'ai noté que les Chinois d'abord voulaient une relation forte avec la France. Moi, je leur ai proposé d'ouvrir un dialogue structuré, stratégique. Ils ont lancé aussi une invitation au président de la République, François Hollande, à venir en Chine. Il est temps qu'il y aille, d'ailleurs. C'est important qu'ils puissent rencontrer ces nouvelles autorités aussitôt qu'elles seront installées, c'est-à-dire après le mois de mars. Et c'est une visite extrêmement attendue. Et puis, il y a deux choses. Ce sera son premier voyage de François Hollande en Chine, pas en tant que président de la République, mais en tant que François Hollande. Ça lui permettra peut-être de découvrir l'effervescence, la créativité de ce continent qui s'organise pour être la première ou la deuxième puissance mondiale dans quelques années. Et puis surtout un partenariat qui est fondamental. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'intérêt que les Chinois ont pour la zone euro. On ne le sait peut-être pas, mais il y a 25 à 30% des réserves chinoises qui sont libellées en euros. Donc ils nous regardent à la fois avec intérêt, de façon positive, de façon soutenue et avec inquiétude. Et le premier message que je leur ai donné, c'est la zone euro est tirée d'affaire. La zone euro est une zone dans laquelle vous pouvez avoir confiance, car après les décisions que nous avons prises, notamment à l'instigation de la France à la fin 2012, ça y est, l'existence de l'euro est sécurisée. Ils vous ont cru. Je crois qu'ils m'ont cru parce que ce sont des gens extrêmement informés. Et le deuxième message, c'était la France. C'est un pays dans lequel vous pouvez avoir confiance, où il faut investir. Vous savez, il y a un paradoxe. Nous avons un déficit du commerce extérieur avec la Chine qui est considérable. Absolument. 13 milliards d'euros en Chine, alors que 4 fois moins. 3 milliards le commerce extérieur, nous sommes déficitaires de 27 milliards d'euros. Mais quand on regarde les investissements, il y a 13 milliards d'euros d'investissements français en Chine, seulement 3 milliards d'euros d'investissements chinois en France. Et je dis, moi, que ce n'est pas une menace, mais que ça peut être une chance si la France retrouve un flux d'investissements étrangers. Ce matin, avec Arnaud Montebourg, avec Nicole Bricq, nous allons présenter au Conseil des ministres une communication sur l'attractivité de la France. Et l'objectif du président de la République et du Premier ministre, c'est de faire en sorte que nous soyons une cible, une terre d'accueil pour les investissements étrangers. Aujourd'hui, il y a 700 investissements par an. Nous voulons qu'on monte à 1000 par an pendant le quinquennat. Bref, faire de la France une terre davantage attractive. Et qu'est-ce qui intéresse les Chinois? Parce que la Chine a de l'épargne, des ressources, des moyens. Est-ce que ces nouveaux dirigeants vont jouer la consommation intérieure ou les exportations? Est-ce qu'ils vont, M. Li Keqiang, vous a-t-il dit qu'ils vont relancer quand il sera au pouvoir? D'abord, mon sentiment, c'est qu'en effet, les excédents extérieurs ne sont pas leur obsession et que la Chine va plutôt s'orienter maintenant vers une relance de la consommation intérieure pour doper sa propre croissance, ce qui offrira des opportunités pour des débouchés pour nos entreprises. Donc je les encourage à aller exporter. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui maintenant se mondialisent, s'ouvrent au monde et s'intéressent aux différents sites sur lesquels ils peuvent investir. Et je leur ai dit que la France faisait partie de cela, parce que la France, c'est un pays qui a des infrastructures. C'est un pays où, si on veut investir dans la recherche et le développement, il y a des dispositifs fiscaux formidables, je pense au crédit d'impôt recherche. C'est un pays qui a une main-d'œuvre qui est formée. C'est un pays qui peut ouvrir aussi d'autres marchais. Quand je vous pense au marché africain. Vendu tous les atouts de la France, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai rencontré Puisque maintenant, ils fabriquent eux-mêmes les TGV, les Airbus, les voitures. Non, ils sont intéressés par réaliser des opérations en Europe. Moi, j'ai vu beaucoup d'investisseurs, des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise, de grandes entreprises en Chine. Comme la politique est pas mal réservée aux hommes là-bas, des femmes de très grande qualité sont chefs d'entreprise et il y a un intérêt. Simplement, il faut qu'on se fasse mieux connaître, il faut qu'on se vende, il faut qu'on y soit présent, il faut qu'on soit offensif. Nous n'avons pas à avoir peur de la Chine parce que, vous savez, les investissements étrangers, ça représente tout de même en France 20 000 entreprises. C'est 20% de notre production industrielle, c'est 40% de nos exportations industrielles, c'est 20% de nos emplois. Vous vous êtes adressé aux étudiants chinois dans une université, vous leur avez dit « je ne suis pas un ministre protectionniste ». Non, je ne suis pas un ministre protectionniste. C'est-à-dire que c'était une façon aussi de dire vive la mondialisation ». Parce qu'il y a des atouts, un aspect positif de la mondialisation. Écoutez, d'abord nous sommes dedans, mais il ne faut pas non plus être naïf. Je leur ai dit, je ne suis pas protectionniste, mais je ne suis pas non plus naïf. Et je souhaite que nous soyons capables aussi de protéger
nos intérêts stratégiques et notamment de ne pas faire des transferts de technologie naïfs, Alors justement, de rester sur notre propriété intellectuelle. Et ça, ce sont des sujets très importants. La Chine a besoin de centrales et de réacteurs nucléaires. La France va-t-elle coopérer davantage? Accepte-t-elle les transferts de technologie dans ce domaine? EDF plus Areva avait un projet de réacteur 3e génération avec un groupe chinois. Ce projet était controversé. Est-ce qu'il est réalisé dans les règles? Et est-ce qu'il est mis en place avec l'accord de votre gouvernement, Hérault, Moscou, Hollande, etc. Il y a eu un conseil de politique nucléaire qui s'est tenu autour du président de la République il y a 3 mois, au cours duquel nous avons validé le partenariat stratégique. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 4 EPR qui sont en fabrication, 1 en Finlande, 1 en France, 2 en Chine. Et puis nous avons le projet d'un réacteur de 3e génération de 1000 MW. Et donc, nous sommes engagés dans ce partenariat. Ça fait 30 ans que nous coopérons avec la Chine, c'est fondamental. Simplement, ce qui est vrai aussi, c'est que l'État actionnaire veut s'assurer que les directives stratégiques qu'il donne sont bien... Les accords d'Henri Proglio avec les Chinois étaient légaux. C'est pas un problème de légalité, c'est un problème de stratégie. Et donc, nous allons nous assurer par nos contrôles internes que les choses soient faites. Et donc, nous sommes en train de préparer une mission, mais qui est une mission de conseil. Il ne s'agit pas de remettre en cause le partenariat. Là encore, ce débouché est fondamental. La Chine, mais c'est un marché énorme. Mais en même temps, nous devons préserver, je le répète, nos intérêts stratégiques et notamment notre propriété intellectuelle et certains savoir-faire technologiques tout de même. Pierre Moscovici, dès votre tour, vous découvrez que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour vérifier si Jérôme Cahuzac, votre ami, a détenu un compte en Suisse. Le ministre du Budget qui était ici dimanche salue l'ouverture de cette enquête, s'est dit convaincu de sortir blanchi. L'Élysée et Matignon le soutiennent dans cette opération ou cette enquête qui est réclamée d'ailleurs par Cahuzac. La justice intervient. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, moi, je l'ai appris non pas en arrivant, mais en Chine. J'ai immédiatement appelé Jérôme Cahuzac, qui est mon ministre délégué, avec lequel je travaille dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est un élément qui lui permettra de démontrer son innocence. Jérôme Cahuzac a toujours dit, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas eu de compte en Suisse, qu'il n'y avait pas derrière ça quoi que ce soit. Vous le croyez ? J'ai confiance quand quelqu'un se met en face de moi et me dit les yeux dans les yeux, quelqu'un avec qui je travaille bien, quelqu'un qui est un ami, voilà, je n'ai pas eu de compte en Suisse, j'ai confiance. Et donc maintenant, la justice, cette enquête, lui permettra de faire valoir les éléments qui montreront son innocence. Vous pensez qu'il peut continuer à travailler à Bercy ? Bien sûr. Et nous allons dans quelques minutes faire nos vœux aux agents, et je dirai aux agents du ministère des Finances que nous avons fait 2012 ensemble, que nous ferons 2013 ensemble. Le futur taux de livret A sera connu demain. Pierre Moscovici, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, appliquera le calcul automatique et strict du nouveau taux. Est-ce que quel que soit... Pas demain, non. C'est à la fin du mois que le taux est connu. Oui, il y a une règle qui est fixée, qui dépend du taux d'inflation. Et la procédure, c'est que le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, fait une proposition. Mais ma question, c'est quel que soit le taux du livret A, est-ce qu'il s'impose à tous, y compris à vous, au gouvernement ? Non. Cette procédure, c'est la suivante. C'est lui qui fait la proposition. C'est le gouvernement ensuite, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances, qui décide en fonction de cette proposition. Il peut y avoir des ajustements compte tenu de circonstances exceptionnelles. Je vais vous dire ce qui va me déterminer, moi. C'est 2 choses. C'est premièrement faire en sorte que les épargnants soient protégés de la protection, de la progression de l'inflation. Et deuxièmement, qu'on puisse aussi financer le livret social. Mais nous devons rester... avec ces 2 préoccupations, le pouvoir d'achat des Français. Mais vous pensez que c'est une solution technique ou une solution politique ? C'est avant tout technique, mais la politique a son mot à dire. Ah bon, parce que c'est pas... C'est bien ce dialogue-là. Tout à l'heure, Axel de Tarlet disait que ça allait descendre d'1 point. Aujourd'hui, le taux est à 2,25, il irait d'1 point. Je n'ai aucun élément qui me vienne de la part du gouverneur de la Banque de France. Mais enfin, si on conclut que c'est l'inflation plus 0,25 au moins, non, ce ne sera pas un point, je peux le dire. Oui, le gouvernement donnera un coup de pouce. Donc c'est une rumeur. Non, c'est une rumeur. Un ajustement, comme vous dites. Voilà, laissez-moi le temps, je viendrai ici si vous voulez vous expliquer le moment venu ce que sera la hausse effective. Mais à propos de ce livret A, 8% des Français détiennent 80% des encours. 8% c'est une petite minorité, une petite minorité. Ça ressemble à une niche fiscale, ça. Non, c'est autre chose tout de même. Souvenez-vous quand même que le plafond du livret A est à 22 950 €. C'est pas là quelque chose de fortuné. Beaucoup de Français, des couches moyennes sont attachés à leur livret A, je les comprends. Et leur pouvoir d'achat est au cœur de mes préoccupations. Merci. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Merci Jean-Pierre. Vos invités demain et après-demain ? Demain, accord ou rupture entre partenaires sociaux, Laurence Parisot, et vendredi, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Merci beaucoup.